Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Équipe Mag TV pour C'est Tendances. Alors aujourd'hui, pour attirer le chaland et le faire consommer, on événementialise l'acte d'achat. Certaines enseignes suscitent l'intérêt à coups de paillettes et de théâtralisation. C'est oublier un peu vite qu'un design bien pensé peut révolutionner le point de vente sans le transformer en parc d'attractions. Alors, revue de détail du design architectural avec Olivier Zavaro et Frédéric Gassi de l'agence Zagas Design, qui sont ici à mes côtés et que je remercie. À travers plusieurs exemples, on va vous montrer comment le design peut être un facteur clé de l'aménagement des magasins. Olivier Zavaro, vous êtes le ZA de Zagas. Bonjour. Oui. Justement. Donc, très brièvement, après une courte formation, une double formation d'architecte d'intérieur et de médecin neurologue, vous vous êtes intéressé au design. Donc vous avez collaboré chez Vitrac Design, vous avez aménagé des sièges sociaux de grandes entreprises, certaines prestigieuses. Vous êtes rentré chez Minal Design Stratégie, vous avez été associé, directeur du pôle retail et architecture jusqu'en 2011. Et vous avez dirigé la création. Et puis, vous avez décidé de voler de vos propres ailes en créant Zagas Design avec Frédéric Gassi, ici juste en face. Ah. Frédéric, vous êtes passé par les Beaux-Arts en architecture. Vous avez obtenu le diplôme de l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris en communication et images de marque. Et vous avez fait vos premières armes dans une agence à Paris, mais une agence britannique, BTH. Voilà, exactement. Vous vous êtes orienté ensuite vers le packaging, l'identité de produits, et puis vous avez été directeur artistique chez Landor Associates. Exactement. Vous avez, pour conclure peut-être dans ce parcours et vos CV, messieurs, à tous deux prestigieux, vous avez participé à la création de la branche packaging de Design Strategy, et vous vous êtes aussi retrouvé chez Minal Design Strategy comme associé. Alors, si j'insiste un petit peu pour décrire brièvement ces parcours, c'est parce que je trouve que vous vous complétez parfaitement et peut-être qu'on va s'en rendre compte, j'espère, dans les réponses. Ma première question est donc pour Olivier. Olivier Zavaro, qu'est-ce qu'une réponse design à un projet ? Alors, effectivement, c'est une réponse, c'est-à-dire qu'on répond à une question qui est précise, ou en tout cas qu'on essaye de préciser. Une réponse design, c'est une réflexion en profondeur, même si on s'attache à l'apparence des choses, on pourrait dire, mais c'est une réflexion en profondeur sur la fonction, mais également sur l'émotion autour de l'objet que l'on traite, que ce soit un packaging, que ce soit un espace commercial, que ce soit une marque, que ce soit une enseigne. La méthode est en quelque sorte la même. On cherche quelle est l'histoire à raconter, quelle est la personnalité profonde, comment on peut la faire évoluer, jusqu'où on la fait évoluer. Et le design est une traduction de cette réflexion en profondeur et qui se traduit par tous les métiers du design, c'est-à-dire c'est du graphisme, c'est de l'architecture intérieure, c'est de la scénographie, c'est du stylisme et ça recouvre toutes les compétences que nous traitons à l'agence. En fait, on est jugé sur un résultat. Et ce résultat doit, à notre sens, refléter avant tout la personnalité de l'enseigne et non pas la personnalité du designer. C'est-à-dire que nous n'agissons pas comme décorateurs en plaquant notre sensibilité propre. On essaye que le résultat soit véritablement l'émanation, la personnalité de l'enseigne et on essaye de s'effacer derrière les valeurs du client. Le bon design, c'est quand le designer, en quelque sorte, disparaît derrière son client, on pourrait dire. Alors là, vous démythifiez quand même un aspect, en tout cas pour moi. Vous voulez dire que le designer arrive à mettre son ego de côté ? Il y a toujours une part de subjectivité. Bien sûr, il y a un style, il y a une patte, mais on s'attache à ce que ce style soit vraiment en adéquation avec les valeurs profondes, la personnalité de la marque ou de l'enseigne que l'on considère en quelque sorte comme une personne. On va traiter une entreprise, puis nous travaillons essentiellement dans le milieu professionnel, on va traiter une entreprise aussi comme une personne. Il faut habiller la personne en fonction de sa personnalité qui est plus ou moins extravertie, plus ou moins traditionnelle. Donc, et ça, c'est un travail qui est en quelque sorte sur mesure. Le design est une véritable réflexion sur mesure. Merci Olivier d'avoir répondu sans vous démanteler à ma taquinerie. Frédéric Gassi, je vais rentrer un peu plus sur votre méthode de travail. Comment décririez-vous justement cette méthode ?
En fait, elle s'articule autour de 3 thèmes principaux qui sont l'usage, le temps et l'émotion. Et effectivement, on est des designers, donc en fait, quand on travaille sur l'usage, c'est un peu évident que les choses doivent être fonctionnelles, elles doivent marcher. Il faut qu'un design, c'est quelque chose qui répond à une fonction très précise, donc on doit vraiment mettre l'accent là-dessus. D'autre part, le temps aussi est une chose essentielle dans notre métier. Il y a des choses qui ne sont pas pérennes, qui ne vont pas durer... ça ne dure pas 100 ans. Alors certaines choses vont durer 1 an ou 2 ans ou 5 ans. Ça dépend si c'est un magasin, une identité visuelle, des choses comme ça. Donc cette dimension du temps est très importante. Et dans cette dimension du temps, il faut toujours séparer les éléments qui vont être pérennes et ceux qui peuvent changer. C'est-à-dire que la publicité, c'est quelque chose qui va changer au gré de la mode, au gré des styles. Quand vous refaites un magasin, que c'est un investissement un petit peu lourd, vous êtes obligé quand même de prévoir des éléments qui vont durer 5 ans, 10 ans, doivent quand même avoir une certaine durée de vie. Le troisième point qui est vraiment essentiel, c'est l'émotion. Et l'émotion, notamment dans une marque, quand on traduit, c'est une émotion essentielle. Quand on vous vend un ordinateur dont le symbole est une pomme à moitié croquée, c'est évident qu'on est dans une dimension complètement émotionnelle. On ne vous vend pas un composant électronique, on vous vend du désir, du plaisir, un attachement, on vend... complètement autre chose. Et alors, dans ces 3 pans que vous décrivez dans cette méthode, comment est-ce qu'ils s'articulent? Est-ce qu'il y a une priorisation? Est-ce qu'ils interviennent tous en même temps? Dans votre cerveau, comment est-ce que ça fonctionne finalement? En fait, la dimension d'usage est toujours présente. Même quand on est dans l'émotion, même quand on est dans le temps, la dimension d'usage est toujours là. Maintenant, on travaille sur le temps dès qu'on est aussi dans une réalisation. Et puis, le côté émotionnel, c'est toujours quelque chose qui est plus difficile à définir parce qu'évidemment, les émotions, chacun a ses propres émotions, on ne réagit pas tous de la même manière. Donc c'est peut-être la dimension la plus subtile ou la plus évanescente, mais elle est quand même très présente toujours et on essaie de l'avoir toujours en tête, disons. D'accord, alors j'ai très envie d'aborder le premier projet et je me tourne vers vous, Olivier. L'aménagement du Conforama Étoile. 5000 m², 5 étages, avenue de la Grande Armée à Paris, 6500 références, ça donne le tournis. Oui, c'était aussi un grand honneur que Conforama, que nous connaissons bien et qui nous ont travaillé par le passé, nous confie leur vaisseau amiral au pied de l'Arc de Triomphe. Conforama est une marque grand public, on pourrait dire populaire dans le bon sens du terme, qui est très apprécié, qui est leader un des leaders du marché du mobilier et qui ici a voulu en quelque sorte tester, on pourrait dire, l'élasticité de son concept en venant dans un emplacement tout à fait inhabituel, puisqu'en général ils sont en centre-ville, sur un seul niveau, de plein pied, on connaît bien puisqu'on a fait le dernier concept, et là venir dans un magasin au centre de Paris sur plusieurs niveaux avec des difficultés de parking, mais en fait ils voulaient pouvoir chercher une nouvelle clientèle, une clientèle parisienne, une clientèle de personnes qui ne vont pas faire leurs courses en périphérie, avec une offre qui a été adaptée, beaucoup plus axée sur la décoration, et en développant également le service de la livraison, c'est-à-dire qu'on ne part pas avec son canapé sur la galerie de la voiture. Donc le travail était assez délicat en ce sens où il fallait faire un magasin dans un lieu exceptionnel qui soit dans une certaine mesure exceptionnel, mais en même temps pour lequel les clients historiques de l'enseigne s'y retrouvent aussi, et que ça ne vienne pas donner une image, en particulier une image chère, une image hors de prix, puisque ils ont un positionnement discount, un positionnement prix qui est très clair. Donc c'était un travail un peu délicat avec un client qui nous a fait confiance, mais qui était aussi un petit peu aussi préoccupé du résultat et de ce que ça pouvait donner par rapport à l'image globale de l'enseigne quand on a un magasin comme ceci qui est une affiche aussi au centre de Paris. Donc il y a eu un travail de réflexion pour savoir jusqu'où on pouvait aller. On a retravaillé aussi donc, sur une déclinaison du concept et on a décidé de garder à la fois on a gardé la couleur rouge qu'ils avaient qui nous permettait d'être une couleur à double sens, c'est-à-dire à la fois une couleur du discount, une couleur puissante, et en même temps une couleur de la qualité avec des effets de tapis rouge, de rideaux rouges. Donc on pouvait, tout en restant cohérent avec la personnalité de la marque, garder
un aspect très promotionnel, très coloré, avec toute la signalétique à être traitée de façon surdimensionnée, et en même temps cette couleur rouge omniprésente qui permettait d'avoir un peu ce double langage. On est au pied de l'Arc de Triomphe, donc on n'est pas n'importe où, et en même temps on reste fidèle à nos prix, on reste fidèle à nos valeurs, et n'ayez pas peur, mais on a simplement une offre qui est plus axée sur le centre-ville, c'est-à-dire une offre de décoration, de petits produits. Donc c'était un travail un petit peu délicat, donc on connaît assez bien la marque. Et on a gardé les codes, certains codes en quelque sorte du bas prix, qui sont la signalétique surdimensionnée, un environnement très coloré, donc le super graphique, les grands aplats de couleurs, et une certaine gaieté, c'est-à-dire que le discount, ça ne doit pas être de l'achat bas de gamme, au contraire, ça doit être les bonnes affaires, ça doit être la fête. Et quand on parle de bas prix, on doit être dans la fête. Et c'est ce qu'on a fait aussi avec un éclairage, un pointillé de lumière aussi assez théâtral pour ce magasin. D'accord, alors vous avez dit le mot code, je me tourne vers Frédéric. Les codes d'aménagement, on a l'impression que pour susciter de l'intérêt, il faut se démarquer par rapport aux autres. Donc là, je sais que vous avez travaillé sur une pharmacie avec une couleur assez innovante dans le domaine de la pharmacie, mais aussi, il faut garder ses valeurs traditionnelles. Et là, on a un autre exemple. Pendant qu'on parle, justement, les images vont défiler sur une boucherie. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu, Frédéric, les codes, justement, d'un aménagement? Oui, en fait, à chaque fois qu'on a un nouveau projet qui tombe, on se pose toujours cette question de savoir est-ce qu'on veut casser les codes, est-ce qu'on veut transgresser ou est-ce qu'on veut s'inscrire dans la continuité des codes déjà existants. Et c'est vrai qu'on se pose toujours cette question et je pense que notre métier de designer est aussi de maîtriser les signes comme ça qui sont émis par une architecture ou par une marque. C'est-à-dire qu'on a travaillé pour des boucheries, il y a des codes très classiques de la boucherie qui sont toujours dans le rouge, dans le blanc, dans le noir. Et en fait, on s'est amusé en quelque sorte à garder cette tradition en modernisant les codes, mais en les gardant toujours les mêmes choses avec des typographies très étroites, en noir et blanc, avec des lettrines, avec du rouge, avec du blanc. On est resté en fait très classique dans les codes visuels utilisés habituellement en boucherie, de la faïence, de la céramique, un peu de bois, tout ce qu'il fallait, tout en donnant un look actuel. Alors qu'en revanche, quand on a travaillé pour des pharmacies, on a décidé de casser ce code vert qui est très présent, une pharmacie c'est vert. Et c'est vrai que là, pour changer, parce que une chose qui n'est pas évidente, quand vous travaillez pour une pharmacie, en fait, on vous demande de travailler sur un environnement et une marque, alors qu'il y a une couleur qui est imposée, qui est le vert, il y a un symbole qui est imposé, qui est une croix, et généralement, le nom est imposé parce qu'il y a toujours pharmacie dedans. Donc, vous vous retrouvez ça avec fait beaucoup de contraintes. Ça fait beaucoup de contraintes, en fait. Donc, c'est à partir de ça qu'on essaie de jouer, notamment qu'on a décidé de casser les codes et de faire des pharmacies rouges, qui sont quand même clairement identifiées comme des pharmacies, parce qu'on arrive à contrebalancer par l'utilisation d'autres signes pour rassurer les gens qui sont bien effectivement dans une pharmacie. Olivier, vous souhaitiez compléter le propos ? Pharmacie, le code rouge a été pris parce qu'il y avait un positionnement pris dans la parapharmacie de ces pharmacies du groupe G9 qui était très affirmé, avec une offre à prix tout à fait intéressante. Donc souvent et systématiquement on pourrait dire on se pose la question de choisir entre évolution et révolution. Jusqu'où faut-il casser les codes? À chaque fois c'est un choix avec une certaine prise de risque. C'est quelque chose dont on discute assez sérieusement avec les clients, parce que voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Souvent ce sont plutôt des challengers, des petits qui vont au contraire casser les codes pour essayer d'émerger. Mais ce n'est pas toujours le cas, et ça peut aussi toucher au métier lui-même. Quand on avait travaillé il y a déjà quelques années sur le concept Sephora, donc les codes du métier ont été cassés. Au lieu de présenter les parfums derrière un comptoir, le fondateur de l'enseigne, Dominique Mandono, et on l'a accompagné à ce moment-là, a décidé de présenter le parfum en libre service. Donc il cassait totalement les codes du métier, contre l'avis évidemment de tous les experts du moment, et maintenant c'est devenu la règle, c'est-à-dire que les Marionneaux, tout le monde présente de cette manière-là. Donc casser les codes, ça peut aussi toucher au métier et la façon de vendre, et l'évolution et la révolution, c'est dans tous les domaines de l'enseigne.
Olivier, vous parliez de prise de risque, de choix. J'ai une question qui me brûle les lèvres depuis le début. Le concept store, on n'arrête pas d'en parler, c'est à la mode. J'ai l'impression que quand on fait ça, on ne prend pas de risque. Alors le concept store, effectivement, on ne prend pas de risque, on sait effectivement qu'on ne va pas gagner d'argent. Le concept store est une démarche totalement différente du magasin, c'est-à-dire que c'est du domaine publicitaire. En quelque sorte, le concept store est en général une sorte de performance architecturale et design pour faire de la notoriété, pour présenter des produits. C'est considéré comme un investissement publicitaire et en général, un concept store ne gagne pas d'argent, c'est quelque chose qu'on va mettre en avant, c'est dans les communications des marques, c'est une sorte de showroom. Mais c'est un concept store est bien souvent quelque chose qui est plus du domaine de la communication. Maintenant, on a pu nous travailler sur les concept stores, comme par exemple au centre de Bruxelles, place du Petit Sablon, le concept store de la marque de chocolat Côte d'Or, où on a fait un magasin qui finalement a trouvé l'équilibre financier, c'est-à-dire qu'il ne coûte pas d'argent, mais ça reste de toute façon une affiche. On parle des concept stores parce que c'est quelque chose qui est fait pour ça en quelque sorte, mais il faut savoir que les enseignes vivent essentiellement par leur réseau classique, on pourrait dire. Pour finir sur le concept store, comment est-ce qu'on aménage un tel espace qui justement n'a pas vocation à être pérenne? On parlait de temps tout à l'heure en introduction. Dans le concept store, effectivement, on a une théâtralisation qui est le plus important. On a pu faire ça, par exemple, en travaillant avec BNP pour le concept store, leur agence expérimentale en quelque sorte, qui se trouve place de l'Opéra à Paris. Les images vont défiler justement sur la BNP, sur votre travail. Et donc là, on va montrer les images de l'entrée déjà. Donc le concept store est une manière de tester aussi une présentation, une offre. En général, on a beaucoup plus d'espace, la présentation est beaucoup plus aérée, il y a beaucoup plus de personnel, beaucoup plus de services. Le concept store est une sorte de prototype avec des moyens beaucoup plus importants. C'est intéressant pour tester aussi des nouvelles solutions qui peuvent après ça aller dans le réseau. Et c'est quelque chose qui est fait pour créer de la notoriété pour les marques. D'accord, merci Olivier. On parle de design bien sûr et j'ai une question, conjoncture économique oblige peut-être. Comment le design fait-il vendre? Alors Olivier, peut-être que vous allez continuer à tenter de me répondre. Comment le design fait vendre? Eh bien, écoutez, on raisonne de façon très méthodique à l'agence, comme expliquait Frédéric, et on a un certain nombre, une sorte de checklist. On croit d'abord beaucoup à la facilité et que le design facilite les choses. Et un magasin compliqué, quand on a du mal à trouver les produits, quand on a du mal à se repérer, quand on a du mal à retrouver sa voiture dans un parking de centre commercial, c'est de l'inconfort, c'est quelque chose qui va nous... Donc la facilité, par exemple, est au cœur de l'usage et au cœur du design. On pense aussi que les points de vente doivent être gais, tout simplement. Quand on regarde des magasins qui ne marchent pas, bien souvent, c'est simplement parce que ce sont des magasins tristes. Donc on reste assez pragmatique. Donc la facilité, la gaieté. Donc la gaieté, c'est quelque chose aussi qui touche à l'émotion, mais qui touche aussi simplement à des éléments comme de l'éclairage. Les produits doivent évidemment être bien mis en valeur, à bonne hauteur, de l'éclairage. Donc l'émotion, ça passe par des choses très très concrètes, des hauteurs de meubles, de l'éclairage. Et puis finalement, faire vendre, c'est donner les raisons de préférer un endroit plutôt qu'un autre, puisque en règle, on est dans un contexte concurrentiel. Donc la préférence, elle se base sur beaucoup de choses, bien sûr, sur l'offre produit, sur si le personnel n'est pas aimable, si les produits ne sont pas au bon prix ou ne correspondent pas à l'offre, bien sûr, ça ne marche pas. Mais le design est un des maillons de la chaîne. Mais donner les raisons de la préférence, c'est ce qui fait vendre. D'accord. Alors, peut-être une dernière question en guise de conclusion, même si on reviendra sur le mot de la fin. Frédéric, la notion de marque, finalement, comment est-ce que vous la prenez en compte de A à Z dans votre projet? En fait, on la prend en compte dans sa dimension la plus large. C'est-à-dire qu'une marque, ce n'est pas uniquement un logotype, on va dire, ce n'est pas uniquement un emblème. Une marque et une image de marque, c'est la façon dont une hôtesse d'accueil va répondre au téléphone ou de quelle façon c'est ce que disait Olivier, vous allez être accueilli par un vendeur ou une vendeuse. Donc cette notion de marque, elle est essentielle parce qu'elle va se
se diluer et se reposer sur tous les éléments du concept, que ce soit l'architecture, des couleurs, des matériaux, que ce soit une carte de visite, que ce soit la tenue du personnel qui va travailler. Tout ça, ça va donner un esprit de marque. Indépendamment de la publicité qui est un média, disons, qui est un peu plus dans des choses plus temporelles. On fait une campagne de pub, ça dure 1 mois, ça dure 3 mois, et puis après, on va recommencer ça quelques années. Nous, on est vraiment dans des médias qui sont permanents et qui essaient de communiquer autour de la marque tous les jours, à temps plein, dès l'ouverture du magasin, et même la nuit, quand un magasin est fermé, il continue à communiquer, est-ce qu'il est éclairé, pas éclairé, quelle image renvoie-t-il. C'est des choses essentielles. Donc la marque, c'est tout cela, même si on part évidemment d'un logotype, d'une image, d'une typographie, des couleurs, etc. Mais en fait, c'est un ensemble qui va s'étendre de plus en plus à tous les éléments. Et que vous gardez toujours en tête. Et qu'on garde toujours en tête quand on avance souvent sur un projet. D'ailleurs, assez souvent, on avance de front sur un projet, en identité, en marque, en architecture, en concept. Tout ça, ça avance. Il n'y a pas vraiment d'ordre pour prendre un projet. On ne commence pas par un point plutôt qu'un autre. On essaie toujours d'avancer de front. C'est ça qui donne une cohérence à tout l'ensemble également. Alors Olivier, le mot de la fin vous appartient. Dans Zagas Design, dans le nom de l'agence, il y a design. Un mot peut-être sur l'agence et... Oui, écoutez, on essaye de considérer les entreprises pour lesquelles nous travaillons comme des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins raisonnables, il y a des personnes qui sont plus ou moins émotives, et on considère que on doit faire notre travail avec le cœur, mais en tout cas on s'intéresse à la raison et au cœur, et que cette personnalité des entreprises, c'est ce que nous essayons de traduire en graphisme, en mobilier, en éclairage, par tous les outils du design. C'est la traduction de la personnalité propre d'une enseigne. C'est comme ça que nous réfléchissons tous les jours. Olivier Zavaro, un grand merci. Frédéric Gassi, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir passé la demi-heure avec moi. Voilà, c'est la fin de ces tendances. Merci de nous avoir suivis et au revoir.